Voilà, d'un plateau à un autre. À présent, nous avons nos invités en place pour le forum d'échange. Ça se discute. Ce Pachida Agossou, bonsoir. François Xavier, bonsoir. Bonsoir à tous à tous Et à toutes. et à toutes. Féminisme oblige. Le féminisme est là. Vous êtes enseignant et philosophe politique par Mohamed Liamidi, analyste politique et expert en communication digitale et éditoriale. Bonsoir. Bonsoir François Xavier, bonsoir aux téléspectateurs et aux Béninois. Et depuis Paris, Sophonie Jette Kabouri, économiste et directeur général de Think Tank L'Afrique des Idées. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir aux amis sur le plateau et bonsoir aux téléspectateurs. Voilà, ravi de vous retrouver. Nous avons deux sujets sur la table aujourd'hui. Nous allons parler de vieux et des personnes âgées, c'est inhabituel. Mais à la faveur de cette journée internationale des personnes âgées, il se pose de plus en plus la question des politiques publiques à leur endroit, puisque habituellement on s'occupe des enfants, on s'occupe des femmes, on s'occupe des jeunes. Est-ce qu'il va falloir tailler des programmes sur mesure pour nos seniors, pour les accompagner dans cette, on va dire, dans cette partie de leur vie en termes d'assistance, de soins, en tout cas en termes d'offres de services publics. Nous allons, en deuxième sujet, continuer sur notre thématique d'hier. Nous allons toujours parler de numérique. En questionnant aujourd'hui les politiques pour améliorer l'accessibilité et les usages, comment tirer le meilleur parti du développement numérique, et est-ce que, ce faisant, est-ce qu'il n'y a pas un analphabétisme numérique qui se crée en même temps, toute une couche n'ayant pas accès à, on va dire, aux moyens numériques ni à une certaine éducation numérique. Nous allons peut-être commencer par ce sujet. Sophonie Jette Kabouré, on en parlait hier, on parlait du volet emploi, de création d'emplois, destruction d'emplois. Aujourd'hui, comment appréciez-vous, en restant sur notre cas, comment appréciez-vous le niveau, en tout cas, d'accessibilité aux moyens numériques dans notre pays, en termes de qualité de vie numérique? Quelle est votre analyse là-dessus? Oui, en fait, vous avez raison de souligner que on n'a pas tous nos, comment dire, tous nos frères et sœurs qui sont capables d'utiliser et de faire bon usage et bon usage d'analphabétisme numérique, n'est-ce pas? Bon, déjà, il y avait déjà de l'analphabétisme tout court, parce que n'oublions pas que l'analphabétisme dans notre pays, il y a quand même la moitié de la population qui ne sait ni lire ni écrire. Bon, ça pose des questions sur le plan démocratique, mais ça, c'est une autre question. Mais c'est vrai que aux moyens numériques, ça viendra avec le temps que ce nouveau système technique puisse pénétrer, si je puis dire, en profondeur l'économie béninoise. C'est-à-dire que moi, il se trouve que j'ai fait un livre qui s'appelle Le digital au secours de l'Afrique. Oui. Et effectivement, grosso modo, j'ai dit qu'une bonne stratégie de transformation digitale pour les pays africains doit s'articuler sur 3 grands axes. Le premier axe que j'ai évoqué, c'était le développement des bases de l'économie numérique. Deuxième point, l'informatisation des grands systèmes de la nation, santé, justice, administration, etc. Et troisième point, amélioration des incitations à l'endroit du secteur posé
rejoint le premier axe que j'ai développé dans le livre. Le développement des bases de l'économie numérique. Parce que on ne peut pas imaginer éradiquer, comment dire, jeter dans les livres de l'histoire l'analphabétisme numérique si les préalables au numérique ne sont pas remplis. Je voudrais Voilà, nous avons un problème de connexion vers Sofoni Kabouré. Mohamed Yamidi, je vous pose la question. La même question en termes d'accessibilité et d'usage du numérique. Est-ce qu'on n'est pas, d'aucuns l'appellerait la fracture numérique? Est-ce que, quand bien même il y a beaucoup d'efforts dans ce domaine, il y a une bonne partie une taille critique de la population qui est en marge, au-delà de l'utilisation anecdotique de WhatsApp, ainsi de suite, et en marge de ce développement? Évidemment, comme je le disais hier, cette transformation digitale qui s'impose, c'est-à-dire que le fait que nous allons vers ce nouveau monde, nous impose aussi qu'il faut avoir désormais, ça fait appel à des compétences qu'il faut avoir, et avec une certaine agilité. Maintenant, il est évident que nous sommes obligés, c'est-à-dire que cela s'impose, que les gens puissent comprendre qu'il faut aller à la chose en tenant compte du fait que ça nécessite certaines aptitudes. Maintenant, si je reviens concrètement à la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire d'abord déjà, c'est de créer, comme je le disais, l'environnement favorable à la chose. Il y a le côté de l'analphabétisme. Comme le disais tout à l'heure, l'analphabétisme existait déjà par le fait de ne pas savoir, une bonne partie de la population qui ne sait pas lire et écrire. Et donc, maintenant, c'est que cela est porté à un second degré. L'incapacité donc de pouvoir utiliser des outils numériques qui est basé sur le fait que l'on n'était pas déjà en mesure de en tirer lire un bon parti. Et écrire. Maintenant, au même moment, c'est-à-dire qu'il faut encore renforcer, il faut encore encourager plus les gens à s'instruire, ce qui est normal à travers même les programmes d'alphabétisation et tout ce qui était déjà connu dans ce domaine-là. Maintenant, il faut faire en sorte d'amener, c'est-à-dire que de faciliter l'accès aux outils numériques et au premier outil qui est indispensable, qui est l'Internet, qui doit être disponible partout et à moindre coût. Et en parlant de cela, en question d'outils numériques, en parlant c'est-à-dire que ça concerne les terminales, que ce soit les téléphones que nous utilisons, qui sont les différents supports aujourd'hui, les différents supports et les ordinateurs portatifs, ainsi de suite. Bon, il y avait une politique en cours, on en a parlé hier, qui par exemple qui défiscalisait l'importation de ces trucs-là. Étant donné que nous n'en sommes pas encore à la production, c'est-à-dire à l'industrialisation ici, on est obligé d'aller à ces techniques. S'il serait intéressant, il serait bien d'aller d'avoir ces mesures-là pour pouvoir faciliter l'accès de tout le monde à la chose. Ça, c'est le premier pas en ce qui concerne les outils. L'autre part, en ce qui concerne les outils, c'est l'accès à Internet. Il ne peut pas avoir de transformation à proprement dit si l'accès à Internet n'est pas quelque chose de totalement démocratisé. Et il faut reconnaître et louer l'effort du gouvernement en cette matière. Pour une première fois, nous arrivons à intégrer en 2023 le top 10 des pays africains qui ont une meilleure qualité de vie numérique. Ça, c'est quelque chose d'important qu'il faut saluer. En même temps, il y a beaucoup de zones blanches. Il y a évidemment beaucoup de zones blanches. Cela est basé, quand vous regardez par exemple les critères, cela est basé sur la gestion des données, la cybersécurité, ça veut dire que nous avons fait des progrès en ce qui concerne la cybersécurité, la gestion de données, l'accès, le coût d'accès à Internet, la gouvernance électronique, c'est-à-dire que les services aujourd'hui qui sont disponibles, c'est-à-dire que l'administration électronique et tous les services qui sont aujourd'hui disponibles en ligne, ce qui facilite la vie des populations et qui crée par ailleurs d'autres opportunités pour ceux qui sont bien déjà dans le secteur.
Et ça amènera, comme je le dis hier, ça fait appel à de nouvelles compétences. Ceux qui n'ont pas ces aptitudes, il y a un minimum d'aptitudes qu'il faut avoir. Tout le monde n'est pas appelé à être expert, comme moi, par exemple, mais il y a un minimum vers lequel il faut amener tout le monde, qui passe par le fait que les outils soient disponibles et le fait de l'alphabétisation. Pachedor Agossou, oui, il a bien sorti le mot. Comment faire pour que qu'il y ait un minimum syndical à ce niveau, que une bonne partie de la population, en tout cas, puisse ne pas être en marge de ce développement du numérique? Vous savez, une attention particulière a été portée par ce gouvernement au secteur du numérique. Et il a notifié notre place aujourd'hui dans le top 10 africain. Mais il faut préciser que cela ne relève pas de la magie. Beaucoup d'actions sont déjà posées dans ce domaine. On a déjà en 2019, le gouvernement a diligenté une étude sur l'accessibilité relative à l'amélioration de la communication et tout. Le gouvernement également a installé des points communautaires. Vous voyez, plus de 2000 km de fibres optiques. Nous avons la dématérialisation de l'administration qui facilite beaucoup la vie aux citoyens. Il y a aujourd'hui un fonds d'appui pour les entrepreneurs dans le domaine numérique. Ça veut dire que ce secteur bénéficie d'une attention vraiment précise de la part du gouvernement. Donc, comme tout est fait pour que nous ayons de l'Internet, cela ne peut qu'inciter les citoyens à s'intéresser à tout ce qui concerne le numérique. Aujourd'hui, c'est un fait. Aucun Béninois ne dénie l'importance ou le rôle prépondérant que joue l'Internet ou bien le numérique aujourd'hui. Même dans le transport en commun que nous appelons communément ZEM, aujourd'hui, le numérique intervient. Nous avons plusieurs Béninois qui créent des structures. Voilà. Donc, parce que déjà, l'Internet, tout est fait pour que l'Internet soit disponible. Cela va inciter petit à petit les populations à s'y intéresser. Vous avez parlé de l'usage que font les Béninois, notamment juste de WhatsApp et tout. Vous avez semblé marginaliser ça, mais non. Non, je ne marginalise pas, je dis beaucoup de nos concitoyens sont analphabètes, certes, mais font très bien usage de leur téléphone portable et ils en tirent un grand bénéfice. Un grand bénéfice. Et là où vous allez faire la remarque, quand l'Internet a de soucis, vous voyez tous ceux qui crient, ce ne sont pas forcément des Béninois instruits, ce ne sont pas des spécialistes tels que notre ami à côté, mais c'est des gens qui vivent à travers l'Internet. C'est des gens qui comprennent aujourd'hui que l'Internet occupe une place importante dans le travail quotidien des uns et des autres. Ça veut dire que nous ne pouvons que demander au gouvernement d'aller plus loin dans tous les efforts qui sont en train d'être déployés aujourd'hui pour que nous puissions vraiment avoir un accès équitable à l'Internet. Sophonie Jad Kabouré, vous n'aviez pas fini votre développement tout à l'heure. Oui. Ok, très bien. Et vous avez posé une question? Fini votre développement tout à l'heure, on parlait des bases. Effectivement, j'ai été brutalement coupé. Je pensais que je disais quelque chose de subversif. Faut pas couper. D'accord. Alors. Considérez que votre ligne, la ligne parisienne, vous a fait défaut, hein, pas la nôtre. Alors, bon, si effectivement, je rejoins ce qu'ont dit mes amis tout à l'heure, c'est que en réalité, je pense que si il n'y a pas de risque que les gens s'acculturent au numérique. Parce que quand vous êtes dans un pays où le taux de l'électrification est inférieur à 30%, donc quand vous êtes dans un pays où même quand vous avez l'électricité, sa fiabilité est un sujet, son coût est un sujet, en fait, vous n'avez pas les préalables. Parce qu'il se trouve que l'économie numérique, on pense que c'est une économie dans les nuages, ou même qui est consommée derrière. Donc, c'est important de rappeler ça.
Donc, ce préalable doit être réglé. L'autre préalable, c'est au fond les autoroutes de l'information, ce qu'on appelait autrefois les autoroutes de l'information. Je veux quand même rappeler que la largeur de bande Internet sur l'ensemble du continent africain, c'est 12 terabits par seconde. Alors, la largeur de bande d'Internet sur la seule Chine, c'est 36 terabits par seconde. Et sur le petit Singapour, 37 terabits par seconde. Donc, vous voyez que la largeur de... Nous allons Le peut-être... câble, Oui. Allez-y. le câble Equinao de Google qui va desservir, qui reliera le Portugal à l'Afrique du Sud et qui va avoir un point de dessert au Nigeria, ça va peut-être apporter un peu plus. Il parle du développement, en tout cas de la capacité, de la bande passante disponible, des infrastructures. Vous l'avez souligné, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits en ce sens. Oui. Je le disais, j'ai parlé de ce qui est déjà fait ou de ce qui se fait maintenant. Pour revenir maintenant à la question, quelle politique pour améliorer l'accessibilité, c'est dit, qu'est-ce qu'il faudra encore faire ou comment en faire davantage. Il faut partir du fait que aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons là, et qui impose la transformation digitale, veut que nous voyons, c'est-à-dire que tout ce qui est outils numériques, à savoir l'Internet et les autres outils comme les smartphones, l'ordinateur portatif et tout, donc tout ce qui est outils numériques, ou le numérique globalement, il faut voir ça comme des besoins, je dirais, à la limite fondamentaux, pour ne pas dire vitaux, c'est-à-dire comme l'électricité, comme l'eau, comme le téléphone. Oui. En temps normal, pour s'assurer qu'une zone soit viable, il faut tout au moins l'eau, il faut l'électricité, il faut la téléphonie. Quand vous êtes dans un endroit où vous avez ces trois choses-là, vous savez au moins que vous pouvez survivre. Vous pouvez prendre de l'eau, vous pouvez étancher votre soif, vous pourriez joindre quelqu'un et vous ne serez pas dans le noir. Et donc, les outils numériques ou l'outil numérique dans sa globalité doit être aussi considéré comme cet élément un besoin primaire, dont il faut essayer il faut faire la répartition de sorte que cela couvre l'étendue du territoire. Donc, il faut avoir un meilleur taux de couverture en termes d'Internet à travers ce qui se fait déjà, le déploiement de la fibre optique, que ce soit, parce qu'il y a deux aspects quand on parle d'Internet. Il y a l'Internet mobile et il y a l'Internet où ce n'est disponible qu'à travers un point d'accès. Donc, ça passe par la couverture réseau, il y a aussi des GSM. Tout ce qui est communication électronique et tout ce qui est Internet, il faut travailler. Et quand je dis travailler, c'est vraiment travailler en concertation avec les acteurs du système, c'est-à-dire que les fournisseurs, à avoir un meilleur taux de couverture et surtout à moindre coût, c'est-à-dire à un coût vraiment accessible qui ne pénalise pas celui qui a le besoin de la chose, parce que le besoin d'une manière ou d'une autre, ça s'impose parce que la vie se facilite. Et donc, c'est quand on aura une vision globale de la chose comme ça, qu'on travaillera à sa réalisation, qu'on pourra améliorer l'accessibilité. Et ça amènera tous ceux qui traînent encore le pas à aller vers, tout en n'oubliant pas, évidemment, le fait que l'alphabétisation, le fait de sortir les gens de l'alphabétisation est quelque chose d'important qu'il ne faut pas perdre de vue. Donc voilà, globalement, c'est une politique globale qu'il faut mener et faire des pas et s'assurer que ce qui est déjà fait reste maintenu et chercher à améliorer. Parce que l'autre problème de la gouvernance en Afrique, de façon générale, pour ne pas dire au Bénin, c'est que quand il y a un régime qui fait quelque chose qui est important, on ne s'assure pas toujours de voir dans ce qui est fait là ou de ce qui est en train de se faire là, qu'est-ce qui est bon et qui est important qu'il faut maintenir et chercher maintenant à améliorer au fil du temps. C'est quelque chose qui nous manque souvent. On ne s'inscrit pas dans une vision dans la durée. Dans la durée pour voir,
par rapport à cela, quand vous faites quelque chose à un niveau donné, quand un régime fait quelque chose, il est important que notre régime, indépendamment de nos clivages, de nos différences, du point de vue politique, du point de vue idéologique et autres, par rapport aux choix que l'on fait, choix politiques, choix économiques et le modèle social. Que ce ne soit pas un éternel recommencement. Que ce ne soit pas un éternel recommencement pour améliorer ce qui est fait. Aujourd'hui, bon, je ne sais pas exactement au point où on en est par rapport à la construction de notre data center, parce que tout passe par là. La gouvernance électronique, tout passe par là. Donc, ce chantier-là, par exemple, qui est en cours, est-ce que ça viendra à bout avant la fin du mandat en cours? Si ça ne vient pas à bout, il faut accélérer ça. Déjà, je vais rappeler que nous avons traîné, par exemple, en ce qui concerne la TNT, la télévision numérique terrestre. Donc, nous avons eu un retard que moi, je peux évaluer à peu près à 10 ans. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'en a pas parlé, aujourd'hui, la TNT est finalement lancée. Mais la TNT, aujourd'hui, est lancée à un moment où il y a un concurrent, dont je ne vais pas appeler le nom, parce que... Vous allez payer. Qui a déjà eu le temps de se déployer un peu partout sur le territoire, de sorte que... Il y a presque le monopole. De sorte qu'il n'y a pas quelque part sur le territoire aujourd'hui où vous allez passer et vous n'allez pas voir ce fournisseur-là d'images, où nous puissions voir ces images-là à la télé. Parce qu'aujourd'hui, la réforme veut que les médias classiques soient des sociétés, soient des éditeurs de contenu, et qui est une société de diffusion où tout le monde passe. Mais cela est en train de se faire maintenant. On a pu réaliser cela à un moment où le concurrent a déjà pris d'assaut tout le terrain. Il a mis en place une politique de pénétration qui lui a permis de faire un maillage assez conséquent du territoire. De sorte que quelqu'un m'a posé la question quand le TNT allait être lancé ici. La personne m'a posé la question de savoir, c'est quelqu'un qui travaille dans l'administration, m'a posé la question de savoir, leur affaire de TNT là, il m'a juste posé une question. Il dit, est-ce qu'il y a ballon dedans? J'ai dit non. Le championnat national. Le championnat national. Ballon dont il parlait là, vous savez de quoi il parle? Championnat national. Il parle de ce à quoi il a été habitué, c'est-à-dire que les championnats des autres pays. Il parle des matchs coton et... Je suis très fier de ce que je vois comme image par rapport à notre championnat national, ça je l'avoue. La qualité de l'image, c'est quelque chose de bien qu'il faut encourager et chercher à faire mieux. Mais ce monsieur parlait de ce qu'il avait déjà l'habitude de voir, qui est beau. D'accord? Il me demande alors, est-ce qu'il y a ça dans TNT là? J'ai dit, en toute honnêteté, j'ai dit non. Il dit, si c'est le cas, que lui ne voit pas comment il va laisser ça pour venir s'intéresser. Parce que le problème que cela pose, c'est le problème de contenu. Et c'est le problème auquel nos médias ont toujours été confrontés. Le fait de ne pas avoir des programmes, de ne pas avoir des contenus qui peuvent leur permettre d'être compétitifs, fait que les autres, fait que les consommateurs que sont les Béninois laissent ça pour d'autres programmes. Et donc, ça fait un déficit pour ces chaînes-là, par conséquent aussi pour ceux qui travaillent là. Il faut que les chaînes puissent vivre à travers ce qu'ils engagent comme ça, c'est tout un autre sujet. Donc, voilà autant de paramètres de perspectives. Et étant donné également qu'on peut suivre la télévision, ce que vous produisez là, sur Internet, nous sommes sur Internet, les gens peuvent suivre directement ce que nous faisons là, à partir d'Internet, parce qu'aujourd'hui tout le monde est mobile, ça peut considérer à des heures de travail ou des heures de déplacement des gens. Ils peuvent suivre la chose pendant qu'ils sont en train de rentrer. Donc, il ne faut pas suivre ça pendant les heures de travail. Bon, comprenez, ça dépend du travail que la personne fait. Il faudra alors une bonne qualité de l'outil numérique pour que les gens puissent avoir accès. D'où l'intérêt de travailler à ce que cela soit amélioré. Comme vous le disiez tout à l'heure, il parlait d'électricité qui est un préalable, en tout cas qui va de pair avec la mise en place des infrastructures. Oui, effectivement, l'électricité est un préalable. On l'a toujours dit, on l'a beaucoup dit sur ce plateau. L'État peut penser à ouvrir peut-être ce secteur à la concurrence du privé. Parce qu'il a été prouvé, j'ai à rappeler les chiffres la dernière fois, que la société béninoise ne pourra jamais couvrir la totalité de l'étendue de notre territoire national. Pourquoi donc, dans ce cas, ne pas faire appel au privé pour que ça puisse nous permettre
de couvrir la totalité, sachant bien que c'est un préalable nécessaire à ce que nous puissions aller à un accès équitable à l'Internet. Et je voudrais rappeler qu'aujourd'hui, il le disait, l'Internet, ce n'est plus considéré comme une chose subsidiaire, c'est un droit. C'est considéré comme un droit humain aujourd'hui, l'Internet. L'accès à l'Internet, c'est un droit qu'on peut considérer de fondamental parce qu'on sait l'importance que cela joue aujourd'hui dans le fonctionnement, dans le quotidien de l'humain. Par conséquent, c'est du devoir de l'État de rendre disponible cela. Et je suis heureux que plusieurs actions sont déjà mises en œuvre chez nous ici. Ce n'est pas un terrain vierge. Vous voyez, il a parlé de la téléphonie mobile. L'État a pu assainir, je pense bien, le secteur des téléphonies mobiles au point où nous sommes passés de plusieurs à deux. Après, nous avons créé un nouveau pour stimuler la concurrence. Nous sommes souvent confrontés à des coupes un peu brutales, des coûts d'Internet ou bien des volumes, au prétexte que justement la taxe est élevée. Sur ce point, on va interpeller l'État pour que ces réseaux, ces GSM-là ne soient pas confrontés à une taxation très élevée qui puisse avoir des conséquences donc sur le consommateur qu'est l'individu. Parce qu'une chose est d'avoir de réseaux GSM capables de fournir, l'autre chose est de pouvoir quand même payer les coûts de leurs offres du service. Donc c'est là aussi le cri de cœur qu'il faut lancer. Ça ne sert à rien d'avoir un réseau et de ne pas être... Pour mon exemple simple, quand vous faites, on ne va pas donner de nom. Sinon, vous allez payer. Justement, vous faites un abonnement ou un forfait illimité. Nous savons comment ça fonctionne. Et là aussi, nous interpellons par l'occasion, comment on appelle l'association des... l'association des consommateurs. Pour qu'ils puissent jouer vraiment le rôle qu'elle est. Le plus souvent, c'est quand la situation explose et que les citoyens eux-mêmes s'engagent dans des actions sur les réseaux sociaux et tout, qu'on les entend monter au créneau. Les citoyens souscrivent à des forfaits, mais en réalité n'arrivent pas forcément à jouir de ces forfaits-là, puisque ces réseaux mettent en place des stratagèmes propres à eux pour réduire le plus possible des formules. Bon, des stratagèmes. Ils ne sont pas là pour se défendre. Il faut appeler un chien, un chat. Donc, il y a le volet électricité, il y a également les actions qui sont déjà mises en œuvre pour que nous puissions quand même avoir de l'Internet de qualité. Il faut que l'État béninois puisse ouvrir la concurrence sur le plan de l'électricité au privé. Trouver la formule pour le faire, parce que c'est un préalable, vous l'avez dit. Sans ça, ce serait comme noyer tous les efforts qui sont en train d'être consentis maintenant dans un grand marigot. Sophonie Jad Kabouré, j'espère qu'il est revenu avec nous. Oui. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend, Il est arrivé que la ligne se fige par moment. Mais bon, oui, voilà. Il pose un problème, il pose la question de... Vous avez parlé d'électricité, de libéraliser ce secteur pour que, voilà, l'accès à l'électricité soit... en tout cas, qu'on y arrive plus facilement. Parce qu'au regard de vos explications, c'est un préalable à, disons, à l'efficacité des infrastructures qui sont en train d'être mises en place. Absolument. La question de l'électricité est fondamentale. On ne peut pas imaginer faire du numérique dans un environnement où avoir de l'électricité est l'anomalie, quoi. Parce que la norme, c'est de ne pas en avoir. Oui, dans un tel environnement, ça ne peut pas marcher. Et donc, il faut absolument accélérer la question de l'électricité. Et je dois dire que c'est probablement, et encore une fois, la dernière fois, je vous ai dit, si vous avez la chance d'interviewer le président, le chef de l'État, posez-lui la question de savoir quel est le secteur où il pense avoir moins bien fait. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils disent le secteur de l'électricité. Parce que la question n'a pas avancé. Elle a avancé parce qu'il y a eu des avancées. On a construit les centrales solaires, la centrale solaire de Pobet dont le second étage a été lancé la dernière fois.
etc., etc. Mais il reste encore de Maria Greta, etc. Il reste encore la question, au fond, de l'électrification rurale, sur laquelle on a régressé. On a régressé. Et puis, il reste la question de la fiabilité de l'électricité qu'on livre. Donc, tout ça, je pense que il y a un vrai sujet. Quitte, enfin, pour ce qui est des entrepreneurs dans le secteur de l'électricité, enfin, il y a déjà l'arsenal juridique pour. Il y a déjà l'arsenal juridique pour. Faudrait-il que... Il y a des incitations fiscales. Alors, des incitations fiscales, et puis aussi, comment dire, laisser libre cours au prix. Parce que dans l'arsenal juridique, la tarification de l'entrepreneur qui prend ce risque doit être soumise à l'homologation d'une agence particulière, oui. Etc., etc. Donc, ça ne crée pas une incitation folle pour des entrepreneurs de prendre leurs risques et d'aller... parce que l'entrepreneur prend un risque parce qu'il anticipe un profit. Donc, s'il n'anticipe pas de profit, il ne risque pas de s'engager. Donc, bon. En réalité, ça voudra dire que le développement, en tout cas, tous les efforts qui ont été consentis et qui sont en train d'être, c'est toujours une œuvre en cours dans le développement des infrastructures numériques, peut-être, ou bien probablement être pénalisé par ce déficit, par un déficit de ce côté-là de l'énergie électrique. Oui, clairement, comment dire, ça nous coûte des points de PIB. C'est ce que j'essaie d'expliquer. C'est-à-dire que cette situation nous coûte des points de PIB. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'il faut à un moment donné se dire, bon, on fait trop de choses, on est partout à la fois. Il faut peut-être se dire, on va faire un all-in, ce qu'on appelle pour les joueurs de poker, ce qu'on appelle un all-in. C'est-à-dire, se dire, eh ben, ce secteur, voilà, c'est la priorité des priorités. Et c'est ce qu'on va faire, quitte à aller moins vite sur d'autres secteurs. Parce que, vous savez, on peut pas espérer une économie prospère sans la question de l'énergie. Vous connaissez ma fameuse phrase. L'économie transformée. On est tous devenus vos élèves en temps. Voilà. Juste pour finir sur ce sujet. Oui, évidemment que en plus de tout ce qui est déjà dit là, et moi je pense que toutes tes priorités, il faut quand même y aller sans ne jamais oublier d'où l'on vient et le niveau auquel on veut parvenir avec aussi les moyens que l'on a. Parce qu'il est évident qu'on sera en quête perpétuelle du développement et du mieux-être pour tous. L'autre point que je veux soulever et qui est aussi important, c'est le fait que la société dans laquelle nous sommes, pour les Béninois de façon générale, n'ont pas encore vraiment compris qu'il y a une notion de solidarité qui est fondamentale dans tout ce que nous devons faire. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, le citoyen, en réalité, comme dirait l'autre, n'est pas un consommateur, il est un producteur d'idées. Et quand on produit les idées, pour que cela puisse avancer, la première des choses, c'est d'abord d'être exigeant pour un service pour lequel on paye. Être exigeant, qu'est-ce que je veux dire par là? Nous devons apprendre, ça dit à être exigeant de sorte que tout ce qui doit être fait là mérite d'être bien fait. La dernière fois ici, il y a moins d'une semaine, on a eu une sorte, je dirais, de blackout avec un réseau. Mais je ne veux même pas faire fixation sur l'opérateur. Mais je veux aller de façon encore plus globale.
Que ce soit cette situation ou que ce soit d'autres situations qui s'arriment à cela, nous n'avons pas l'habitude de dire quand ça ne va pas. Il faut dire que ça là n'est pas bien. Et c'est le fait d'être exigeant de cette façon, que ce soit envers les opérateurs, que ce soit envers les gouvernants, mais tout en n'oubliant jamais nous-mêmes de faire ce qui est de notre devoir. C'est quand on va jumeler tout ça ensemble que les gouvernants comprendront que nous avons en face des gens qui connaissent leurs devoirs, qui s'acquittent de leurs obligations, et donc en conséquence, Qui exige. il faut leur rendre cela. Ça va faire en sorte qu'il y aura une sorte d'équilibre et tout le monde veillera l'un sur les autres. Le gouvernement sera que ceux qui sont en face sont en train de veiller. Je ne dis pas de peindre en noir ce qui se fait, hein, mais de reconnaître ce qui se fait. De célébrer quand quelque chose est fait qui est bien, il faut le reconnaître et il faut amener tout le monde à faire une utilisation juste et bien des choses, de sorte que tout le monde puisse trouver sa place dans ce que nous faisons. C'est quelque chose de très important. Là, sur le coup, l'association des consommateurs est absente, a été absente sur ce coup. C'est un blackout pratiquement d'une matinée ou d'une journée. C'est comme si rien ne s'était passé. Et on a toujours été coutumier de ça. C'est quand le consommateur ou les consommateurs eux-mêmes s'engagent dans des initiatives que je qualifie tout azimut, parce qu'en réalité, est-ce que c'est à eux que revenaient normalement ces initiatives quand on a des gens qui sont censés nous défendre? C'est quand des initiatives naissent de partout de la part des consommateurs qu'on voit malheureusement cette association-là venue au créneau. Et très rapidement, quand on parle des usages, nous avons dématérialisé l'administration. Ce qui fait que pour beaucoup de services aujourd'hui, il faut aller sur les plateformes. J'exhorte vraiment le gouvernement à mettre en place des points focaux qui puissent aider de nos concitoyens qui sont analphabètes. Parce que ce qu'ils vivent sur le terrain, je vous assure, c'est presque de l'arnaque. Et d'ailleurs, qui sont escroqués, pas d'autres intermédiaires. Ils vont dans des services où on leur dit, bon, vous savez, vous n'avez pas le droit d'aller à l'intérieur pays. Je ne veux pas nommer. Dans l'Atlantique, il y a un service dans lequel on dit que vous n'avez plus le droit d'aller à la caisse. Vous ne devez que faire votre prestation sur le site web. Mais là, c'est nous qui allons vous aider à le faire. Et vous devez nous payer. Et c'est des agents de ces services-là qui le font. Quand on voit que dans le littoral, pour le même service, on continue toujours d'aller à la caisse pour aller payer. Donc, il faut installer des points focaux qui puissent aider de nos concitoyens qui ne sont pas en mesure eux-mêmes, parce qu'analphabètes, de faire leur prestation, d'avoir accès à cette plateforme-là et d'être aidés gratuitement. Ce n'est pas de leur faute. Si on a décidé de dématérialiser, nous l'avons décidé, il faut alors prendre la mesure des choses et savoir que tout le monde n'est pas en mesure de suivre le pas et qu'il y en a qu'il faut forcément aider. On parlait de nouveaux emplois, il y a beaucoup de nouveaux emplois qui se créent. Ce sont de nouvelles opportunités qui se créent pour les gens. Et ceux qui ont la compétence de la chose ou qui ont un minimum de connaissances, parfois le coût, ceux qui ne l'ont pas sont donc pénalisés. Le coût de service relève de l'arnaque. Relève de l'arnaque. Ce qui ramène au problème de l'alphabétisation. Parce que tant que les gens ne sauront pas distinguer c'est-à-dire qu'avec le minimum de raison, ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, on pourra toujours se faire du coup le problème de l'analphabétisation. La moindre des choses, c'est de permettre quand même aux citoyens de s'approcher d'un certain nombre de points qui pourra lui permettre, étant analphabète, de résoudre son problème, quitte à ce que vous mettiez en place des politiques pour permettre à ceux qui sont dans des recoins ou ceux qui sont analphabètes de pouvoir d'avoir accès à l'information et de prendre le pas. Sofoli Jette Kaboulé, maintenant on va parler, il nous reste une quinzaine de minutes, on va parler des seniors à la faveur de la journée internationale des personnes âgées. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. On vit plus longtemps, c'est une certitude. D'ailleurs, philosophiquement, tout le monde souhaite vivre le plus longtemps possible. Mais les problèmes qui se posent, qui sont afférents à cette partie de la vie, sont de plus en plus préoccupantes. Et les gouvernants semblent quelque peu s'y intéresser de plus en plus. Est-ce que vous pensez qu'il y a un manque dans l'offre de services publics pour cette catégorie-là? Oui. Il faut savoir que l'ONU célèbre cette journée internationale chaque 1er octobre parce que entre 80 et 2021, le nombre de personnes âgées, c'est-à-dire supérieures à 65 ans, a triplé.
la part, c'est-à-dire que quand on regarde les projections, d'ici 2050, la population âgée va passer de 10%, la part, comme part de la population, aujourd'hui à 17%. Bon, pour le cas du Bénin, la situation est un peu différente parce que nous avons une population plutôt jeune. L'âge médian au Bénin est de 19 ans de mémoire, mais il ne faut pas oublier que les gens de plus de 65 ans au Bénin, c'est à peu près 3% de la population. Ce n'est pas négligeable. D'ailleurs, on peut bénir la science parce que en 1960, l'espérance de vie à la naissance au Bénin était de 38 ans, hein, en 1960, aux indépendances. Donc aujourd'hui, l'espérance de vie à la naissance au Bénin est de 63 ans. Donc on a quand même progressé. Alors, par exemple, pour parler des seniors, par exemple, il paraît qu'au Bénin, il y aurait un problème de surpopulation, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le président de la République lui-même a dit... Vous êtes provocateur. Non, mais le président de la République lui-même a dit, le 5 mars dernier en France, que il faut contrôler les naissances, il faut limiter le taux de progression de la démographie. Il l'a dit, et ça, il a le mérite de la clarté. Je pense pour ma part qu'il n'y en a pas besoin, car naturellement, le développement des dispositifs d'assurance vieillesse fait baisser le taux de natalité. Eh bien, je vais proposer aujourd'hui une méthode contraceptive. C'est l'amélioration de notre système de retraite. Par exemple, dans les années 60-70, quand la Tunisie a signé les premières conventions de sécurité sociale et d'assurance vieillesse avec la France, la fécondité y a baissé pour atteindre aujourd'hui un niveau comparable à celui de la France, c'est-à-dire 2,1 enfants par femme. Donc, en fait, parce qu'on n'est plus obligé de se tenir, de s'accrocher à la solidarité familiale dans nos vieux jours. Voilà. Donc, plus on s'occupe de sa vieillesse, plus il y a des filets sociaux pour cette partie de la vie, moins les gens pensent à faire des enfants. Exactement. Et d'ailleurs, pour parler du système de retraite, qui au Bénin est un système par répartition. Alors, pour les téléspectateurs, un système par répartition, c'est le fait que les fonctionnaires en activité payent au travers de la cotisation au Fonds national des retraites les pensions de leurs collègues qui sont à la retraite. La retraite, oui. Eh bien, ce système, c'est un, force est de constater que depuis 1990, quand on regarde les opérations du Fonds national des retraites du Bénin, eh bien, ces opérations se soldent d'année en année par un déficit de plus en plus préoccupant. C'est tellement, ce déficit qui est automatiquement couvert par une subvention d'équilibre du budget général de l'État, est devenu structurel au point de conduire à une procédure d'inscription d'office au budget général de l'État. C'est-à-dire que, regardez très bien, quand vous regardez la situation financière de la FNRB, du Fonds national des retraites du Bénin, eh bien, c'est une catastrophe. Le solde budgétaire pour l'année 2022 s'élève à, écoutez bien, moins 32 589 millions de francs CFA. C'est-à-dire plus de 32 milliards de déficit. En fait, c'est un système de Ponzi. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ok, très bien. Arrêtons ça le plus vite possible et trouvons un moyen. Parce que ça ne concerne que les fonctionnaires. On ne parle que des fonctionnaires, là. Et trouvons un moyen de transitionner vers un système de retraite par capitalisation, avec des systèmes de fonds de pension qui seront en même temps de l'épargne longue pour financer le développement local. Parce que si vous continuez comme ça, le problème du système par répartition, c'est la question de l'équilibre. Parce que le nombre d'affiliés aujourd'hui au Fonds national des retraites du Bénin, c'est à peu près 95 000 personnes. Le nombre de pensionnés,
est autour de 51 000. Eh bien, ce qui se passe, c'est que les cotisations ne couvrent pas les pensions. En fait, vous vous retrouvez avec un système qui est de plus en plus déficitaire. Naturellement, oui. Et structurellement, au point où, à chaque fois, c'est le budget de l'État qui vient au secours pour... Voilà. Yamidi, sur cette même question, sera-t-on obligé de toute façon de s'occuper de plus en plus de nos seniors? Non, évidemment qu'il le faudra, parce que moi je pars d'une philosophie toute simple, qui peut-être est ma philosophie à moi. Les adultes, les personnes âgées, on ne définit pas les personnes âgées, ceux qui ont plus de 65 ans. Oui. Et donc, les personnes âgées d'aujourd'hui étaient les jeunes d'hier. Ce qui fait donc que les jeunes d'aujourd'hui sont tout naturellement les personnes âgées de demain. Donc, si nous ne prévoyons pas, si nous, là, que nous sommes, nous ne faisions pas en sorte que ceux qui sont plus de 65 ans puissent vivre mieux, enfin, relativement mieux par rapport à leur âge, ça veut dire que quand on y sera aussi, on risque aussi d'y passer, quoi. Donc, ce qui fait que, or, ces personnes, bon, à plus de 65 ans, ce n'est pas des gens inutiles pour la société. Moi, je voudrais voir la chose, même du point de vue équilibre social. Et du point de vue gouvernance. Ces gens n'étant pas inutiles à la société, on a toujours besoin de ceux-là. Donc, tout ce que nous faisons pour mettre bien ces gens-là, aujourd'hui, c'est ce que nous faisons pour nous mettre bien nous-mêmes demain. Et si on se rappelle qu'il y a 75 ans que l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme, des droits humains, un document capital dans l'histoire des droits humains. Et là, on en est à la 33e, si je ne me trompe, 33e commémoration de la Journée internationale des personnes âgées. Donc, il est temps de veiller à ce que ça puisse tenir ici la promesse de cette déclaration des droits de l'homme en faveur des personnes âgées, en tout ce qui les concerne. Pour moi, il est donc important de promouvoir une société, le développement d'une société pour tous les âges. C'est très important. Parce que ces gens-là, on en a besoin. Je ne veux pas me retrouver en conflit avec ceux qui ont l'habitude de dire et les jeunes au pouvoir ou la jeunesse au pouvoir, mais ailleurs, pour ne pas dire la première puissance mondiale, celui qui aujourd'hui a la chance de gouverner cette grande nation que nous reconnaissons tous a plus de 74 ans. Oui. Ça veut dire que, bon... Et il lui arrive de tituber quelque chose. Tout est toujours possible à tout âge. Et donc, faire en sorte que les gens puissent vivre bien. Parce qu'aujourd'hui, l'Amérique profite de tout ce que cette personne a de bien apporter à son pays. Donc, si nous faisons en sorte que ces gens se portent mieux, on pourra tirer forcément le meilleur de ce qui est quelque chose de très important à travers le système ce qui est le plus reconnu, c'est le système sanitaire. Voilà. Ce qui est quelque chose de très important, que les gens puissent aller se soigner. Et là, au-delà même de l'aspect du fait que ceux qui travaillent, parce que là, on ne prend en compte que ceux qui sont dans le fonctionnariat, qui n'est pas vraiment la grande partie de la masse. Donc, il y a cet aspect-là. Comment améliorer les soins pour tout le monde, que ces gens-là puissent vivre le plus longtemps que possible, qu'on puisse tirer le meilleur d'eux. Voilà autant de raisons qui amènent forcément à être plus bienveillants et à avoir une politique qui prend en compte ces gens-là et faire en sorte qu'ils puissent mieux vivre dans la société. D'où le fait d'avoir des politiques qui est-ce que vous partagez le même avis? Parce qu'il y a des questions, il a parlé de santé, de dépendance. Oui, partant sur la même note que lui, je voudrais juste citer Amadou Hampâté-Bâ qui disait que en Afrique, un vieillard qui meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle, juste pour montrer l'importance que les personnes de cet âge-là jouent ou ont également pour notre société. J'aide à parler de ceux qui sont dans la fonction publique. Il a parlé. Il y a également ceux qui ne sont pas dans la fonction publique et qui représentent la grande masse. Pour moi, il faut mettre en place des fonds de solidarité. Pourquoi pas? Vous avez parlé du système sanitaire, mais il y a une chose qui me choque. Je me dis qu'il n'y a pas du tout de politique pour cette catégorie de personnes. Nous n'avons pas, par exemple, des maisons
de retraite pour ces personnes-là, qui sont le plus souvent isolées. Quand ils se retrouvent à cette âge, il y a deux catégories. Il y a ceux qui sont délaissés par la famille et c'est une fois malheureusement décédés qu'on vient jubiler, festoyer. Bon, pas jubiler, pas jubiler. Nous savons au Bénin ou en Afrique, une personne d'un certain âge décède, mais on rend grâce. La joie. Oui, on rend grâce. Oui. En dehors de ça, il y a ceux qui sont finalement rapatriés parce qu'ils sont d'un certain âge, qui ne font rien pour s'occuper des enfants parce que papa et maman doivent aller au boulot, faire le ménage et tout. Je suggère que nous créions des maisons de retraite pour sortir ceux-là de leur isolement. Il faut créer des centres de loisirs et des centres de loisirs de divertissement propres à eux. Il faut initier des séances de partage d'expériences qui puissent leur permettre de discuter entre eux et de sortir de cette monotonie-là, de cet isolement-là, qui peut créer d'autres maladies, outre celles que nous pouvons observer sur le plan sanitaire, mais qui seront plus psychologiques. Oui. Vous voyez? Donc, il y a autant de politiques qu'on pourra mettre en œuvre pour les accompagner. Et vivement, parce que c'est l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de décembre 1948 l'a précisé. Ce n'est pas de la pitié, c'est une nécessité, c'est un droit humain. On est humain de l'enfance jusqu'au décès, donc en passant par la jeunesse et également par la vieillesse. Vous me permettez de très rapidement. S'il est là, vous me permettez de dire quelque chose par rapport à la politique en ce qui concerne les maisons de retraite. Moi, je pense plutôt que notre modèle de société, pour ne pas dire notre modèle social, fait que cet aspect des choses ne pourra peut-être pas prospérer ici. Parce qu'en réalité, quand vous amenez les gens, pour moi, l'idée fondamentale derrière ça, dans les maisons de retraite, c'est pour que ces gens-là ne soient pas un poids pour ceux qui sont plus jeunes ou bien qui sont en activité. Non, pas forcément. Et par conséquent, ça provoque l'isolement. Quand ils sont là, un certain nombre d'activités sont développées par la maison. Il y a des journées consacrées à leur famille. Il y a des journées consacrées à des bénévoles qui viennent passer du temps avec eux. C'est un sujet intéressant. Ce n'est pas forcément pour... Nous sommes dans les stratèges. Quand ils sont à la maison, on les considère comme un poids et on ne s'en occupe pas comme cela se doit. Mais quand ils vont se retrouver de l'autre côté, il y aura des spécialistes qu'il faut pour les accompagner et définir des politiques de vie qui va leur permettre de vivre sainement leur dernier jour. Voilà, le débat est lancé, politique publique envers les personnes âgées. Sofoni Jed Kabouré a posé une problématique importante du Fonds national de retraite, en tout cas des moyens mis à disposition pour que les retraités vivent mieux. On sait qu'ils ont été pris en compte à l'occasion de la revalorisation salariale. Mais bon, c'est une question importante. Nous allons y revenir certainement. Merci de nous avoir suivis. Merci Pachedo Agossou, enseignant, philosophe politique. Mohamed Liamidi, analyste politique, expert en communication digitale et éditoriale. Et Sofoni Jed Kabouré depuis Paris, économiste et directeur général du think tank l'Afrique des idées. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, vous pouvez retrouver nos échanges de ce soir sur notre compte YouTube Télé Bénin, notre site internet du même nom, notre compte X ETélé Live, notre page Facebook ETélé en direct et notre compte et continuez par nous suivre via notre application ETélé Bénin. Merci de nous avoir suivis et à demain pour tout développement.